En Colombie, au premier jour de la contrebande massive de cocaïne, deux grandes organisations dominaient la scène. Le cartel de Medellín et le cartel de Cali. Du premier, tout le monde a entendu parler, ne serait-ce qu'à cause de son chef emblématique, Pablo Escobar. Cependant, le second peut être considéré comme encore plus prospère que le premier. En comparant ces cartels, presque tout le monde arrive à la conclusion que Cali est une entreprise avec un mécanisme de fonctionnement clair, tandis que Medellín est plutôt un rassemblement de trafiquants qui agissaient souvent de manière irréfléchie et impulsive. Oui, Medellín a longtemps été le leader du marché de la cocaïne, car il a été le premier à occuper ce créneau. Mais Cali, lentement et méthodiquement, en tirant parmi des erreurs de Medellín, a réussi à détruire ce cartel, puis à le dépasser, étendant sa zone d'influence à pratiquement le monde entier. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cartel colombien le plus influent, découvrez le cartel de Cali, de l'autre côté de la loi. Le fondateur du trafic de cocaïne à Cali était Benjamin Herrera Zuleta, surnommé le pape noir de la cocaïne. Véritable vétéran de la drogue, il a été condamné en 1974 pour trafic de cocaïne à Atlanta, en Géorgie, d'où il a rapidement réussi à s'échapper pour s'installer à Cali. Il a mis en place un réseau de distribution de pâtes de cocaïne qu'il importait en Colombie pour la transformer et l'expédier aux États-Unis. Il a été arrêté à Cali en juin 1975 avec une quantité de cocaïne gigantesque pour l'époque, mais a été libéré en mars de l'année suivante. Herrera a d'abord traîné à Antioquia, puis s'est longtemps caché dans le sud du continent pour échapper à l'extradition. Ceux qui ont pris la place d'Herrera à Cali étaient les frères Rodríguez Orejuela Gilberto José, alias El Arretrecista, le joueur d'échecs, et Miguel Ángel, ainsi que leur ami José Santa Cruz Londoño, alias El Estudiante, l'étudiant, membre d'un gang appelé Los Chemos. Ils sont apparus dans le champ de vision des forces de l'ordre au début des années 70. Les débuts du cartel de Cali et les biographies de ses principaux fondateurs Gilberto et Miguel Rodríguez et José Santa Cruz Londoño sont entourés de mystères, et les récits sur leur enfance et leurs origines familiales se contredisent et regorgent de détails contradictoires. La seule chose qui ne fait aucun doute, c'est que les frères Rodríguez sont nés à Mariquita, dans le département de Tolima, et ont grandi dans le quartier pauvre de Baltazar, à Cali. Gilberto est né en 1939 et Miguel en 1943. L'aîné n'a manifestement pas terminé ses études, tandis que Miguel affirmait avoir obtenu un diplôme en droit, mais de nombreux témoins ont confirmé par la suite que Miguel avait acheté son diplôme en faisant un don à la bibliothèque de l'université et en offrant des cadeaux aux doyens. Dans un article publié dans le Times en 1991, Gilberto a parlé en détail de sa famille et de son enfance. « Je suis né entre les villes de Mariquita et Honda à Tolima. Mon père était artiste et dessinateur, et ma mère était femme au foyer. Nous étions 3 frères et 3 sœurs. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler comme commis dans une pharmacie à Cali. À 20 ans, j'étais directeur. Et à 25, 10 ans après avoir commencé à travailler, j'ai démissionné pour créer ma propre pharmacie. » Il n'a pas menti en disant qu'il travaillait dans une pharmacie. De là, son frère et lui fournissant des médicaments légaux, et 10 ans plus tard, Gilberto a effectivement ouvert la chaîne de pharmacie La Rebaja. Parallèlement, dès leur plus jeune âge, ils ont établi leur autorité dans les rues, gagnant le respect d'autres gangs similaires dans les rues de Cali. Santa Cruz Londoño connaissait les frères Rodríguez depuis son enfance. Il est né en 1943 et a fréquenté la même école qu'eux. En 1969, ils ont rejoint Los Chemas, dirigés par le criminel expérimenté Luis Fernando Tomayo Garcia. Los Chemas ont été impliqués dans au moins plusieurs enlèvements de ressortissants étrangers et d'hommes d'affaires fortunés. Dans ces enlèvements, les frères Rodríguez jouaient le rôle de simples exécutants, tandis qu'El Estudiante figurait parmi les chefs. Il existait également des informations selon lesquelles les noms des futurs chefs du cartel de Cali figuraient dans un procès pénal pour contrefaçon de dollars, mais aucun d'entre eux n'a été jugé car le juge avait reçu des menaces et Gilberto Rodríguez Orejuela, au début de sa carrière, travaillait comme saboteur sous le pseudonyme El Chamisos. Comme tout le monde, les frères ont commencé leur trafic de drogue avec de la marijuana, mais lorsqu'ils ont découvert que la cocaïne était plus facile à transporter, ils se sont tournés vers cette drogue. Ainsi, en 1975, les frères Rodríguez Orejuela ont commencé à transporter personnellement de petites quantités de pâtes de cocaïne du Pérou vers leur vallée natale. Grâce aux profits tirés des enlèvements, ils ont réuni suffisamment d'argent pour acheter un petit avion. Celui-ci pouvait transporter davantage de pâtes qui étaient ensuite purifiées dans des laboratoires qui étaient situés sur les rives des fleuves Nariño et Cauca, dans le département de Valle del Cauca. En 1975, ils étaient déjà mentionnés dans les rapports des autorités comme trafiquants de drogue.
On sait également avec certitude qu'au milieu des années 70, c'est précisément depuis l'organisation de Cali qu'Hernando Giraldo Soto, ami d'enfance des frères Rodriguez et de Chepe Santa Cruz, s'est rendu aux États-Unis dans le seul but d'établir des contacts solides pour la vente. Peu après, le célèbre clan Ochoa de Medellín, dont le patriarche avait d'ailleurs grandi à Cali et connaissait personnellement les fondateurs du cartel, suivit le mouvement. Chacun des fondateurs du cartel de Cali avait son propre style, ce qui les a aidés à développer leur organisation criminelle. Gilberto, petit et corpulent, avait l'air assez inoffensif, mais il est devenu célèbre sous le nom de « le joueur d'échecs », surtout en raison de son approche impitoyable et calculatrice du trafic de drogue. Au départ, le joueur d'échecs devait être le gestionnaire pratique du cartel, mais il a fini par être responsable de la planification stratégique de toute l'organisation. Miguel, le frère cadet, avec son apparence attirante, était un micro-gestionnaire qui aimait s'impliquer dans les moindres détails des activités quotidiennes du cartel et qui, apparemment, était un patron très sévère. Les personnes qui travaillaient pour le cartel de Cali considéraient Gilberto comme un gentil-oncle, se souvient Ruben Prieto, agent de la DEA. Tout le monde l'aimait. En revanche, tout le monde avait une peur bleue de Miguel. Jorge Salcedo, l'un des personnages clés de cette histoire, se souvient qu'il y avait des jours où il valait mieux ne pas entrer dans le bureau de Miguel et où tout le monde était prévenu qu'il était de mauvaise humeur. José Santa Cruz Londoño était trapu, à l'apparence austère et au tempérament froid. Ses compagnons le surnommaient Chepe et il était le plus cruel des trois fondateurs. Chepe est devenu le coordinateur permanent du réseau international de transport de cocaïne du cartel de Cali. Elmer Pacho Herrera a rejoint le cartel plus tard que les autres. Santa Cruz et les frères Rodriguez ont accepté son homosexualité. C'était très étrange, se souvient l'un des agents de la DEA. D'après ce que j'ai entendu, ils toléraient Pacho. Ils ricanaient entre eux à propos de son comportement homosexuel, mais Pacho s'en allait et faisait son travail. Et les affaires sont les affaires. Herrera est né en 1951 et était le plus jeune des chefs de Cali. On a dit qu'il était le fils du pape noir de la cocaïne, Benjamin Herrera Suelta, mais Pacho lui-même n'a jamais fait de commentaires à ce sujet. Pacho obtint un diplôme technique et s'installa à New York avec un visa de travail où, après avoir économisé de l'argent, il a mené pendant un certain temps des activités semi-légales dans le secteur de la joaillerie. Mais au milieu des années 70, il s'est lancé dans le trafic de cocaïne et il a été arrêté à 2 reprises, en 1975 et en 1978. Pacho Herrera est revenu à Cali en 1983 après un bref séjour en prison et a conclu un accord avec les fondateurs de Cali sur les droits de fourniture et de distribution, ce qui lui a permis de consolider et d'étendre sa propre base à New York. Il est ensuite devenu membre du conseil d'administration du cartel et s'est révélé être un collaborateur inestimable, utilisant ses relations et ses connaissances pour aider Cali à entrer en contact avec des partenaires mexicains par l'intermédiaire de Juan Mata Ballesteros. De tous les dirigeants du cartel de Cali, c'est lui qui est le moins connu. Il ne s'est jamais présenté comme un homme d'affaires honnête et n'est jamais apparu dans la presse. Au cours des années 1970, le cartel de Cali a renforcé et perfectionné son réseau, amélioré son organisation et sa logistique et a commencé à utiliser ses contacts familiaux et criminels ainsi que la communauté des émigrants colombiens aux États-Unis pour se développer. À ce stade, on peut déjà observer des différences dans la voie choisie par leurs concurrents de Medellín. À la même époque, le cartel de Medellín recourait à une violence injustifiée pour éliminer ses rivaux et occuper sa niche à Miami et dans le sud de la Floride. Pendant ce temps, le cartel de Cali, lui, menait tranquillement ses affaires sans attirer l'attention, créant un marché de cocaïne à New York. Il a fallu des années avant que les forces de l'ordre de New York ne découvrent la présence du cartel. À titre d'exemple, rien qu'entre mars et octobre 1978, le cartel de Cali a vendu pour 26 millions de dollars de cocaïne sous le nez des agents. En 3 ans, Giraldo Soto, envoyé à New York pour représenter le cartel, mit en place un réseau de distribution de cocaïne aussi vaste qu'efficace, qui connut une croissance fulgurante jusqu'à ce qu'il attire l'attention du groupe d'intervention Centec 4, une unité spécialement créée pour démanteler l'organisation. Santa Cruz Londoño a alors pris la place de Soto et le travail a continué. À cette époque, Gilberto Rodriguez et Jorge Luis Ochoa étaient propriétaires d'une banque au Panama, où ils se transféraient une partie importante des profits réalisés aux États-Unis. De là, l'argent était transféré vers des filiales de banques colombiennes au Panama, puis vers une trentaine de sociétés écrans qui blanchissaient l'argent jusqu'à ce que toute trace de cocaïne ait enfin disparu. Cette étape n'était pas sans difficulté. À la fin des années 70, le japonais Ishido Kawai, propriétaire des bijouteries du même nom en Colombie, a été arrêté à New York.
on a trouvé sur lui une mallette contenant près de 3 millions de dollars en espèces. Kawai participait au blanchiment d'argent pour le cartel par le biais de son commerce de pierres précieuses et a rapidement commencé à témoigner. Le japonais a apparemment divulgué les informations dont il disposait et quelques jours plus tard, une descente a été effectuée dans une ferme en Alabama achetée par Rodriguez Orejuela, où une piste d'atterrissage pour petits avions transportant de la cocaïne a été découverte. Sur la base des informations fournies par Kawai, les agents ont également inspecté une usine de porte en bois qui importait du bois de Colombie pour sa production. L'importateur était la société Atlantic Lumber Co. qui louait un entrepôt à Baltimore dans le Maryland. Chaque planche livrée mesurait un peu plus de 3 mètres de long et 10 cm d'épaisseur. À l'intérieur, des paquets contenant chacun 2,25 kg de cocaïne ont été découverts. La société Atlantic Lumber était enregistrée au nom de Jorge Suárez et Miguel Barbosa, tandis que derrière ces identités se cachaient en réalité José Santa Cruz Londoño et José Patino, alors considérés comme les plus gros distributeurs de cocaïne de New York. La piste a ensuite mené à un Colombien suspect, Daniel Ocampo, qui a été placé sous surveillance. Santa Cruz Londoño, déjà recherché par la DEA, était entre-temps retourné à Cali, tandis que Gilberto Rodriguez s'était rendu aux États-Unis pour contrôler le réseau de distribution, ignorant encore qu'Ocampo était surveillé. Pendant ce temps, Miguel Rodriguez restait en Colombie, concentré sur une autre mission, infiltrer les sphères sociales les plus élevées du pays. Il avait un allié invincible, le journaliste Alberto Giraldo, qui était le meilleur spécialiste des relations publiques parmi tous les représentants des entreprises privées et les hauts fonctionnaires. Mais Gilberto ne resta pas longtemps aux États-Unis. En janvier 1980, le téléphone de Daniel Ocampo fut mis sur écoute et à la fin du mois, il s'avéra qu'il avait souvent appelé l'hôtel Waldorf Astoria à New York, dans la chambre d'un certain Fernando Gutiérrez. Ocampo a été arrêté fin janvier 1980 avec 300 000 $ américains en espèces. Les documents trouvés sur lui ont permis de conclure que ses opérations de trafic de cocaïne s'élevaient à 2 millions de dollars américains par mois et qu'il était l'un des principaux trafiquants du cartel de Cali. Ils ont également permis de démasquer 2 autres Colombiens impliqués dans l'organisation, Luis Ibargüen et Manuel Vázquez. Le jour où Ocampo a été arrêté, le mystérieux Fernando Gutiérrez a quitté l'hôtel, mais il a commis une grave erreur. Il a enregistré son adresse en Floride au numéro 1 de Grove Island. L'administrateur de l'immeuble Grove Island a reconnu José Santa Cruz sur une photo comme l'un des visiteurs réguliers de Gutiérrez. Et très vite, les agents découvrirent que Fernando Gutiérrez n'était autre que Gilberto Rodriguez Orejuela, le cerveau du cartel de Cali. Nous étions en février 1980 et pour la toute première fois, les autorités américaines identifièrent avec certitude tous les visages et les noms des chefs du cartel. Gilberto Rodriguez a compris qu'il avait de sérieux problèmes et a décidé de transférer ses activités dans un endroit plus tranquille. Il ordonna à l'un de ses hommes de confiance, Jaime Munera, d'acheter pour 800 000 $ un ranch d'élevage à Hope Hall, en Alabama. Munera y construit une piste d'atterrissage, mais il commit une erreur stupide. Il acheta 200 têtes de bétail en liquide à un prix largement supérieur à leur valeur actuelle. En septembre 1981, les autorités ont donc confisqué le ranch, accusant Munera d'avoir acheté des biens immobiliers avec de l'argent provenant du trafic de drogue. Ainsi, entre 1978 et 1981, la DEA a réussi à confisquer au cartel de Cali 2 millions de $ en espèces, 70 armes et plus de 200 kilos de cocaïne d'une valeur marchande de 50 millions de $. Les forces de l'ordre ont identifié une quarantaine de membres de l'organisation et le parquet a condamné nombre d'entre eux pour trafic de cocaïne, tout ça en identifiant les chefs. 3 ans plus tard, ils ont compris que rien de tout cela n'avait affecté le fonctionnement du cartel de Cali. Gilberto Rodriguez Orejuela est retourné dans sa ville natale, tandis que José Chepe Santa Cruz est resté une figure clé aux États-Unis et a continué à travailler pour faire de New York le principal bastion du trafic de cocaïne. Bras droit de Chepe, Cervantes raconta plus tard en détail comment la cocaïne était distribuée à New York. Au début des années 80, elle était acheminée de Miami à New York. Il devait être prêt à répondre à tout moment à un appel de Santa Cruz. La plupart du temps, la marchandise était transportée dans des voitures convenables, dans des compartiments secrets bien dissimulés. Une fois arrivé à destination, Cervantes appelait le numéro du pager que lui avait donné son patron et se rendait à l'hôtel pour attendre le coursier qui viendrait chercher la marchandise. Le coursier arrivait,
prenait les clés de la voiture et revenait 1 heure plus tard avec la voiture vide. De retour à Miami, Cervantes attendait le prochain appel téléphonique et les instructions pour un nouveau voyage dans la Grosse Pomme. De 1980 à 1983, Cervantes s'est rendu à New York une centaine de fois, transportant chaque fois entre 30 et 35 kilos de cocaïne. À l'époque, le prix de vente au détail était d'environ 30 000 $ le kilo, ce qui signifie que la quantité de cocaïne transportée par Cervantes pendant cette période était estimée à au moins 90 millions de dollars. Au début, Chepe stockait la marchandise, l'argent et les armes dans des cachettes situées dans des quartiers latino-américains densément peuplés, tels que Washington Heights ou le Lower East Side de Manhattan. Cependant, ces quartiers étaient aussi des zones à forte criminalité, et les petits voyous locaux s'en prenaient souvent aux employés du cartel. Agressions, vol d'argent et de cocaïne. C'est pourquoi, à mesure que son organisation grandissait, Chepe a commencé à créer des cachettes dans des quartiers de classe moyenne, d'abord dans le Queens et à Manhattan, puis dans Westchester et Long Island, où le risque d'être volé était beaucoup plus faible. Mais il ne s'est pas arrêté là. Chepe a racheté des agences immobilières ayant accès à un grand nombre de biens immobiliers à New York, en particulier dans le quartier du Queens. L'une des agences, Mekizzo Realty, fournissait même à l'organisation de Chepe des téléphones portables et de faux documents. Les agents immobiliers avaient le statut de résident permanent et parlaient parfaitement anglais. Personne ne soupçonnait qu'ils étaient impliqués dans une entreprise criminelle. Ils remplissaient les demandes de location, les signaient et payaient les factures sous des noms fictifs. Il s'avérait que le cartel de Cali louait des appartements à lui-même. Les agences immobilières faisaient partie d'un vaste réseau de soutien à des sources corrompues issues des milieux d'affaires et gouvernementaux que le cartel de Cali avait minutieusement mis en place dans la Grosse Pomme à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Sur sa liste de paiement figuraient par exemple des concessionnaires automobiles qui acceptaient de l'argent liquide sans poser de questions, ainsi que des fonctionnaires du département des transports qui fournissaient de faux laissez-passer et de fausses cartes d'identité. Toutes les transactions étaient minutieusement consignées dans des livres comptables et sur la base de l'analyse des rapports financiers du groupe Santa Cruz, la police a conclu qu'ils encaissaient environ 4 millions de dollars par semaine. La hiérarchie vérifiait minutieusement tous les candidats avant de les embaucher comme dealers. Il n'était pas facile d'obtenir une place dans ce cartel. Un candidat a raconté comment cela se passait. Il a d'abord passé un entretien avec un représentant de l'organisation à Cali par téléphone automatique. Ensuite, on lui a envoyé par fax une liste de règles, une sorte de contrat d'entreprise. Vivez modestement et évitez d'attirer l'attention étaient les 2 conditions principales. Même les personnes qui possédaient des cachettes devaient quitter leur domicile le matin et rentrer le soir, comme n'importe quelle personne issue de la classe ouvrière. Après avoir lu la liste, le candidat devait la découper en petits morceaux et la jeter. Les coursiers et les dealers devaient être joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À cette fin, il existait un système de cabine téléphonique numérotée. À son arrivée à New York avec sa cargaison, le coursier envoyait le numéro de la cabine sur le pager de Chepe, où on lui indiquait où il devait se rendre et le patron le rappelait après un certain temps pour discuter des affaires. Chepe exigeait de ses employés qu'ils aient toujours sur eux 100 $ en pièces de 25 cents afin qu'ils n'aient pas de problème pour passer des appels depuis les cabines. Lorsque Santa Cruz donnait son numéro de téléphone à ses hommes, il devait ajouter un autre numéro sur le bout de papier afin que si quelqu'un de l'extérieur essayait de mémoriser les chiffres, il ne mémoriserait pas les bons. Le cartel de Cali a mis en place le même système pour ses 3 autres marchés principaux, Miami, Houston et Los Angeles, en établissant une structure cellulaire rigide. La philosophie directrice du cartel de Cali en formation était que moins ses membres en savaient, mieux c'était pour l'organisation. Chaque employé se voyait attribuer un numéro de code, dont l'enregistrement était conservé au siège social à Cali. Le chef de la cellule donnait le feu vert au dealer, qui se rendait à un téléphone public pour obtenir la liste des clients et l'heure du rendez-vous avec chacun d'entre eux. Il contactait ensuite les acheteurs à des endroits précis, qui changeaient chaque semaine. Le dealer livrait généralement 2 kilos à chaque acheteur, mais celui-ci n'avait pas à payer immédiatement. Le cartel vendait en consignation, c'est-à-dire que 2 ou 3 kilos étaient distribués à crédit à l'acheteur, qui disposait d'un certain délai pour payer, et il livrait les marchandises le samedi et le dimanche, car il pensait que la plupart des policiers ne travaillaient pas ces jours-là. Une fois la marchandise payée, le revendeur retournait à la cachette où, à l'aide de machines à compter l'argent, il faisait le bilan des débits et des crédits et communiquait le montant perçu à son supérieur via une cabine téléphonique. L'une des méthodes utilisées pour transférer de l'argent en Colombie consistait à faire passer en contrebande des voitures, des articles ménagers, des matériaux de construction et des équipements lourds.
Il était beaucoup plus risqué de faire passer de l'argent en contrebande que, par exemple, d'acheter une voiture d'une valeur d'250 000 $ et de l'expédier en Colombie. Néanmoins, l'argent était également transféré. Le cartel utilisait des coursiers pour faire passer de l'argent en contrebande depuis les États-Unis. Ils transportaient l'argent dans des mallettes carrées, semblables à celles utilisées par les pilotes. À la fin des années 1970, le cartel obligeait ses coursiers à voyager avec Braniff Airlines, car ils avaient des contacts dans cette compagnie. Le montant d'argent transporté en contrebande lors d'un seul voyage variait entre 100 000 et 300 000 $ selon la valeur des billets. Cependant, au début des années 1980, la majeure partie de l'argent sale était transférée des États-Unis vers le Panama, où Gilberto Rodriguez était copropriétaire d'une banque. Naturellement, pour qu'une activité illégale générant de tels revenus puisse fonctionner et qu'il y ait de l'argent à blanchir, il fallait également disposer d'une force armée. Santa Cruz avait donc sous ses ordres un groupe de tueurs à gages connu sous le nom de Palestiniens. Il s'agissait de Colombiens venus de Medellín sous la direction de Julio Palestine. Le cartel de Cali les avait transférés aux États-Unis et ils étaient soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de nombreuses personnes à New York, Chicago et Miami. Les Palestiniens étaient réputés pour leur brutalité et étaient insaisissables, détournant pendant des années l'attention des forces de l'ordre des activités principales du cartel. Ainsi, au début des années 80, le cartel de Cali était devenu un acteur à part entière et le deuxième plus important du marché florissant de la drogue. Il disposait d'une organisation puissante, d'une logistique bien fonctionnelle et d'une capacité à se dissimuler qui lui permettait de mener le style de vie dont il rêvait, celui du gentleman respectable. Les deux cartels, Cali et Medellín, avaient des points de vue diamétralement opposés sur les activités criminelles, mais au départ, entre la fin des années 70 et le début des années 80, ils cohabitaient de manière relativement pacifique. Cali et Medellín coopéraient activement pour coordonner les livraisons, investissaient dans des laboratoires de transformation et corrompaient ensemble les politiciens. En fait, à cette époque, ils étaient des concurrents amicaux. Chaque organisation avait son propre marché et, jusqu'au milieu des années 80, il y avait de la place pour tout le monde. Au cours de cette période, les chefs des cartels de Cali et de Medellín profitaient de leur richesse croissante et se déplaçaient librement dans la société. Par exemple, Pablo Escobar et les frères Rodriguez participaient tous deux à des courses automobiles. Escobar et son partenaire possédaient une écurie de courses, tandis que les frères Rodriguez possédaient deux circuits. Tous les patrons partageaient également leur amour du football. Les frères Rodriguez ont acheté l'équipe América de Cali et aspiraient à remporter des victoires au niveau national. De plus, contrairement à Pablo, ils n'ont pas enterré leurs actifs, mais les ont mis en circulation avec un tel succès que la ville de Cali est devenue sous leur direction une métropole moderne et prospère. Ils possédaient un réseau de pharmacies, des usines pharmaceutiques et cosmétiques, des agences immobilières, des entreprises de construction, d'agriculture et de distribution. Dans les années 1980, la population de Cali dépassait le 1 million d'habitants. Naturellement, la ville comptait un très grand nombre de téléphones, tous contrôlés par le cartel. Grâce à des pots de vin, les techniciens et ingénieurs du cartel pouvaient écouter tous les appels. Des milliers de chauffeurs de taxi travaillaient également pour le cartel. Se réunissant à l'aéroport, ils signalaient l'arrivée de chaque gringo suspect. La ville était divisée en territoires, soigneusement partagés entre les parrains. Gilberto et Miguel contrôlaient le centre de Cali, le territoire autour de l'hôtel Intercontinental et Ciudad Jardín, dans la partie la plus méridionale de Cali où vivaient les habitants les plus riches. Chepe contrôlait la région sud de Cali. Les territoires de Pacho comprenaient Palmira et Jumbo au nord de Cali et Jamundi, une ville située à 80 km au sud de Cali. Chacun d'eux possédait des propriétés luxueuses dans chaque quartier, protégées des regards indiscrets par de hauts murs. À proximité de leur résidence se trouvaient des piscines, des cours de tennis, des bowling, des arènes pour les combats de coqs, des écuries, des clubs de danse, des plages privées et des terrains de football. Pour ne pas attirer l'attention, ils roulaient dans de modestes Mazda et louaient leurs voitures de luxe à des politiciens et des personnalités. Pour contrôler la population locale, le cartel corrompait des personnalités clés de la politique, des forces de l'ordre et des affaires. La banque Gilberto a cédé des paquets d'acquisition à des dirigeants locaux, dont certains ont intégré le conseil d'administration de la banque, ce qui leur donnait droit à des crédits à taux préférentiels et à des découvertes bancaires. Au milieu des années 80, le cartel de Cali avait de l'argent et du pouvoir, mais il voulait aussi du statut. Il a donc commencé à travailler d'arrache-pied pour que les personnalités influentes de Cali l'acceptent comme l'un des leurs. Chepe, par exemple, organisait des fêtes somptueuses pour les fonctionnaires colombiens,
qui fournissait de la nourriture et des commodités à 600 ou 700 personnes. Mais comme pour Pablo Escobar, ils n'ont rien obtenu au début, même si, dans certains cas, on peut clairement voir la différence d'approche. Le Club Colombia, un club pour le public exclusif réservé aux hommes d'affaires et aux industriels, a rejeté la demande d'adhésion de Chepe. Furieux, le baron de la drogue n'est pas allé tuer les snobs, comme l'avait fait son voisin. Plutôt que de riposter, il a choisi de construire une copie conforme du club sur une colline du quartier chic de Ciudad Jardín, qu'il nomma Casa Noventa. Chepe a également construit sa propre maison de campagne, la Villa Brenda, à l'extérieur de la ville, où seuls les puissants étaient admis. Dans les médias, les chefs du cartel se sont forgés une image d'hommes d'affaires prospères et respectables. Si des informations négatives filtraient, Gilberto appelait personnellement les journalistes. Une telle influence croissante ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des prédateurs locaux. En novembre 1981, une réunion décisive eut lieu entre les chefs des deux cartels pour faire face à une situation critique. Le kidnapping de Marta Ochoa, sœur des frères Ochoa, par le groupe de guérilla marxiste M19 qui exigeait une rançon de 15 millions de dollars. Les historiens ne sont pas d'accord sur le lieu exact de cette rencontre, Cali ou Medellín, ni sur le nombre de trafiquants de drogue qui y ont participé. Les chiffres varient entre 20 et 223, mais il ne fait aucun doute que les chefs présents à cette réunion ont adopté une stratégie qui a non seulement permis de libérer Marta Ochoa, mais aussi de régler la menace de guérilla. Des tracts ont été lancés sur le terrain de football de Cali, annonçant la naissance d'une nouvelle organisation, Muerte a Secuestradores, Mort aux traîtres, ou MAS, et indiquant qu'il veillerait à ce que chacun des participants à l'enlèvement soit pendu à un arbre. Les guerrilleros ont reçu le message et ont libéré Marta saine et sauve, même si l'on ne sait toujours pas si une rançon a été versée. Lors de la deuxième réunion du MAS, les cartels ont conclu des accords sur la manière dont les livraisons de cocaïne seraient réglementées et coordonnées afin d'augmenter leurs profits, et sur le groupe qui contrôlait chaque marché. Le cartel de Cali contrôlait New York, le cartel de Medellín contrôlait Miami et le sud de la Floride. La Californie a été déclarée zone libre, mais a finalement été placée sous le contrôle du cartel de Cali. Ochoa et Escobar ont dominé les deux réunions du MAS, et il semble qu'à ce stade, le cartel de Cali ait été prêt à se soumettre à l'autorité du cartel de Medellín. Les relations entre Jorge Ochoa et Gilberto Rodriguez au début des années 1980 illustrent parfaitement la coexistence des deux groupes. Jorge Ochoa a grandi à Cali et était un ami d'enfance de l'aîné des Rodriguez. À la fin des années 1970, Jorge et Gilberto sont devenus associés et ont fondé leur propre banque, la First Inter-Americas Bank, afin de blanchir leur argent. Les intérêts sur les dépôts, d'un commun accord tacite, restaient au Panama et finissaient dans les poches du général Noriega et de ses acolytes. De plus, à cette époque, les Medellín et les Cali ont conclu leurs alliances stratégiques les plus importantes avec le Mexique. Le meilleur ami du cartel de Cali est devenu Amado Carrillo Fuentes, surnommé le Seigneur des Cieux. Il a été nommé ainsi parce qu'il a été le premier à utiliser de vieux avions de ligne pour transporter des tonnes de cocaïne de Colombie au Mexique. Amado a pris la tête du cartel de Juárez en 1985. Juárez est un important point de passage frontalier pour le trafic transitant par le Mexique. Carrillo a joué un rôle important en tant que lien entre la Fédération mexicaine de la drogue et le cartel de Cali. Comme l'a déclaré un analyste au magazine Time, il avait un véritable talent pour créer des alliances. Dans les années 90, alors que Carrillo Fuentes était sans doute le baron de la drogue le plus influent du Mexique, il a établi des relations de travail étroites avec Miguel Rodriguez, le baron colombien le plus influent. Ils s'appelaient presque tous les jours pour discuter affaires, et Rodriguez versait à Carrillo Fuentes une commission de transport d'1 kilo pour chaque 2 kilos de cocaïne colombienne livrée avec succès aux États-Unis. Malgré leurs bonnes relations humaines et leur respect mutuel, les deux chefs se disputaient constamment à propos de l'argent. Principalement parce qu'Amado manquait souvent à ses obligations de paiement pour la cocaïne, invoquant tantôt une saisie, tantôt un bateau pris dans une tempête, tantôt autre chose. Une fois, Carrillo Fuentes a même dû envoyer 3 otages mexicains à Miguel en garantie de paiement. Les Mexicains ont été libérés après que Carrillo Fuentes ait payé Rodriguez Orejuelas plus que prévu et lui ait offert un domaine au Mexique en compensation. Au milieu des années 1980, le marché américain de la cocaïne a commencé à être saturé en raison de l'action concertée des deux cartels et de l'utilisation des circuits de distribution mexicains. Le prix de la cocaïne aux États-Unis a chuté de près de 2 tiers, alors qu'en Europe, elle se vendait 4 fois plus cher.
En 1984, Gilberto Rodriguez et Jorge Ochoa se sont rendus ensemble en Espagne pour échapper à la pression exercée par le gouvernement colombien sur les trafics de drogue du pays et pour étudier le marché européen de la cocaïne. Le marché européen de la drogue était bien prêt pour l'infiltration. Lorsque Gilberto Rodriguez et Jorge Ochoa s'installèrent en Espagne en 1984, ils achetèrent un grand ranch à Badajoz, près de la frontière portugaise, qui leur servit de base opérationnelle à partir de laquelle ils pouvaient analyser le potentiel du trafic illicite de cocaïne en Europe. Le cartel de Cali a pris contact avec des contrebandiers de tabac de Galice, en Espagne, qui connaissaient bien le littoral de la région et les entrepôts pouvant être utilisés pour la contrebande de drogue. Le cartel a commencé à utiliser des bateaux pour récupérer la drogue sur les navires océaniques et à la transporter jusqu'au rivage. Pour blanchir leur argent, ils ont créé un réseau de comptes entre les banques espagnoles et panaméennes et ils ont investi dans l'immobilier. Au fait, si vous voulez voir une vidéo consacrée aux contrebandiers de Galice, faites-le moi savoir dans les commentaires. Jorge Ochoa a envoyé l'un de ses principaux assistants, Teodoro Catrión, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas afin d'établir des contacts avec les communautés colombiennes locales et de voir s'ils pouvaient créer une infrastructure et des réseaux de distribution similaires à ceux qu'ils avaient aux États-Unis. Cependant, Gilberto, Jorge et leurs épouses ont été arrêtés près de l'appartement de Rodriguez à Madrid. Les États-Unis ont envoyé un avocat à Madrid pour obtenir l'extradition de Rodriguez et Ochoa, mais le tribunal espagnol les a plutôt extradés vers la Colombie. Au cours des 4 années qui ont suivi l'arrivée de Rodriguez et Ochoa en Espagne, le cartel de Cali a connu un succès considérable sur le marché de la drogue, longtemps dominé par l'héroïne. En 1990, les saisies de cocaïne ont fortement augmenté, passant de 900 kg en 1985 à 13 tonnes en 1990. 3 ans plus tard, le cartel avait tellement perfectionné son réseau de contrebande européen qu'il utilisait les plus grands ports commerciaux européens, notamment Hambourg, Liverpool, Gênes et Rotterdam. Les gentlemen de Cali ont noué des relations particulièrement chaleureuses avec le crime organisé italien. Cali fournissait la cocaïne et les Italiens se chargeaient de la vente. Ils collaboraient avec tout le monde, aussi bien les Siciliens que les Napolitains. La Camorra, qui disposait du réseau de distribution d'héroïne le plus développé et du port le plus accueillant et le plus corrompu de Naples, s'occupait de la vente en gros de la marchandise colombienne dans toute l'Europe. Les services de la Camorra pour le cartel de Cali comprenaient également le blanchiment d'argent. Un jour, les autorités italiennes ont découvert que la Camorra avait blanchi 40 millions de dollars pour le cartel de Cali, en déposant d'abord l'argent sur le compte d'une grand-mère à Mantoue, puis en le transférant vers le compte d'une société fictive à New York. De là, l'argent a été transféré vers le compte d'une autre société au Brésil, où il a disparu. Plusieurs attestations lors de la vente de cocaïne ont permis de documenter les relations prometteuses entre le cartel de Cali et les Siciliens. Par exemple, en 1989, la liquidation de 2 laboratoires en Italie a conduit à la confiscation de 267 kg de base de cocaïne et de chlorhydrate de cocaïne. Et la même année, un informateur du FBI a avoué avoir organisé le transport de plus de 500 kg de cocaïne de Colombie vers la Sicile. En 1992, 2 événements importants ont considérablement accru le potentiel d'expansion du cartel de Cali en Europe. Le premier a été l'effondrement du communisme qui a suivi la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'Union soviétique le 1er janvier 1993. Le second a été l'émergence d'une Europe sans frontières après la suppression des barrières commerciales européennes en 1992, conformément aux dispositions de l'Acte unique européen de 1987. Immédiatement après la chute du mur de Berlin, les premières organisations à voir le jour entre l'Est et l'Ouest ont été des syndicats du crime. Le cartel de Cali et les grands groupes criminels européens ont commencé à organiser des réunions au sommet au début des années 1990, et tout cela afin de déterminer comment ils pouvaient mieux coopérer pour promouvoir leurs intérêts criminels. Il a fallu un certain temps pour que cette coopération porte ses fruits. Au cours des 3 premiers mois de 1993, environ 2300 kg de cocaïne ont été saisis, et l'importance des pays d'Europe de l'Est et de la Russie dans le transit mondial de drogue a commencé à croître. Les volumes de cocaïne saisis dans la région ont prouvé leur importance croissante. Par exemple, le 21 février 1993, près de Saint-Pétersbourg en Russie, environ 1092 kg de cocaïne ont été saisis et 7 personnes ont été arrêtées. En septembre et octobre 1991, les autorités tchécoslovaques et polonaises ont saisi 2 lots de 100 kg de cocaïne dissimulés dans les fûts de bière. Il semblait que la coopération criminelle internationale ne connaissait aucune limite géographique.
Les trafiquants européens se rendaient même en Colombie pour échanger leurs expériences et établir des partenariats solides. Selon certaines informations, les Colombiens auraient tenté de pénétrer le marché japonais mais n'auraient pas réussi à s'entendre avec les Yakuza. Au début de l'année 1993, près de 10 ans après le voyage de Gilberto Rodriguez et Jorge Ochoa en Espagne, le cartel de Cali avait une portée mondiale, sans doute sans précédent dans l'histoire du crime organisé. Et son potentiel de croissance aurait pu être infini si une guerre générale, déclenchée par le cartel de Medellín, n'avait pas éclaté en Colombie même. Le cartel de Medellín est devenu la cible principale des forces de l'ordre américaines. Alexander F. Watson, chef adjoint de la mission de l'ambassade américaine à Bogota de 1981 à 1984, a déclaré que la mission considérait Cali comme une ville relativement calme à cette époque. Le trafic de drogue commençait tout juste à se développer, se souvient Watson. À l'époque, si vous étiez américain, vous pouviez vous rendre à Cali depuis Bogota à tout moment sans craindre quoi que ce soit. Le gouvernement américain a conservé une attitude bienveillante envers les trafiquants de drogue de Cali tout au long des années 1980. Expliquant pourquoi le gouvernement américain accordait peu d'attention à Cali, Crescencio Arcos, diplomate et sous-secrétaire d'État adjoint américain dans les années 80, déclarait « Nous considérons l'organisation d'Escobar comme des gangsters typiques, portant des chaînes en or et aimant mener une vie fastueuse. Les trafiquants de Cali étaient discrets et manipulateurs. Nous les appelions les criminels en chaussures Gucci. » Dès 1981, la Drug Enforcement Administration, DEA, a ouvert des bureaux à Cali et à Medellín. Le travail d'agent de la DEA en Colombie était risqué. En 1976, un agent était abattu à Bogota. Le tueur est simplement entré dans le bureau, est monté à l'étage voulu et a tiré 3 balles sur l'agent. Les 2 bureaux fonctionnaient très discrètement, chacun comptant 2 agents chargés de recueillir des informations. La principale conclusion à laquelle ils sont parvenus était qu'il y avait beaucoup de trafiquants et qu'ils collaboraient tous soit avec Cali, soit avec Medellín. Les habitants de Medellín étaient plus nombreux. Le plus célèbre et le plus médiatisé des chefs était bien sûr Chepe Santa Cruz. Les agents ont finalement dressé un portrait plus ou moins précis de lui et les autorités colombiennes ont autorisé la mise sur écoute des conversations téléphoniques de Chepe avec les États-Unis. En 1983, les autorités ont commencé à écouter les conversations téléphoniques de Chepe avec les États-Unis. Bien sûr, les chefs l'ont immédiatement appris car, comme nous l'avons déjà dit, ils avaient pris les devants plusieurs années auparavant en achetant les employés des centrales téléphoniques. L'un des avocats de Santa Cruz s'est rendu au bureau de la DEA en Colombie et a averti qu'il comptait obtenir une décision interdisant à la police d'écouter tous les appels téléphoniques de Santa Cruz. À cette époque, le cartel de Cali disposait déjà d'une équipe d'avocats talentueux qui représentait ses intérêts dans le domaine juridique. Au milieu des années 1980, la stratégie du cartel de Cali était définitivement arrêtée. Acheter la Colombie plutôt que de la terroriser. Arrosez tout le monde d'argent et on vous acceptera. Soutenez un syndicat politique et vous l'aurez dans votre poche. Avec l'afflux massif d'argent issu du trafic de drogue, le cartel déclenchait une véritable boom économique à Cali. Les agents enquêtant sur les affaires du cartel ont déclaré « Les honnêtes citoyens de Cali étaient prêts à fermer les yeux, car les parrains s'assuraient de gagner leur faveur en distribuant généreusement leur fortune dans toute la ville. » Ceci était véritablement compliqué pour nous lorsque nous avons tenté de démanteler le cartel. Mais un cartel reste un cartel, même s'il porte des chaussures Gucci. Tout le monde sait qu'il a procédé à des purges massives dans la ville pour éliminer les éléments asociaux tels que les enfants des rues et les prostituées, dont les corps étaient ensuite jetés dans le fleuve Cauca. Au milieu des années 1980, le cartel de Cali avait corrompu tous les échelons du pouvoir colombien. Il se sentait intouchable et il l'était. Les autorités n'avaient pas l'intention de les poursuivre car elles étaient trop occupées à traquer le cartel de Medellín, qui était devenu désagréable. Les gentlemen de Cali pouvaient désormais se concentrer sur la transformation de leur organisation en une entreprise criminelle multinationale. À l'époque, Escobar était député suppléant au Congrès colombien. Hors la loi en quête de reconnaissance, il rêvait d'être accepté parmi l'élite sociale du pays. Escobar se présentait comme un promoteur de sport, un industriel, un philanthrope, un entrepreneur en bâtiment et un défenseur des ressources naturelles. Mais le ministère de la Justice, Lara Bonilla, fervent défenseur de la légalité et déterminé à poursuivre le cartel de Medellín jusqu'au bout, se dressa sur son chemin. À l'issue de leur confrontation, les sicarios d'Escobar l'abattirent à coups de mitraillette dans une rue bondée de Bogota. L'assassinat du ministre de la Justice a contraint le président Belisario Betancourt à déclarer une guerre sans merci à tous les trafiquants de drogue, tandis que les parrains du cartel de Medellín ont décidé de se retirer de la vie publique.
Les parrains de Cali n'ont pas approuvé l'assassinat de Lara Bonilla, mais ils ont eux aussi été contraints de passer dans la clandestinité. C'est à ce moment-là que Gilberto Rodriguez et son ami Jorge Ochoa ont quitté le pays pour l'Espagne, tandis que Chepe Santa Cruz s'exilait au Mexique et envoya plusieurs de ses hommes aux États-Unis pour repérer des emplacements potentiels pour de nouveaux laboratoires de transformation de cocaïne. Puis, le palais de justice colombien a été pris d'assaut et les guerrilleros du M19 ont pris en otage 250 personnes, dont le président de la Cour suprême de Colombie et plusieurs des 24 juges de la Cour suprême. Au cours des jours suivants, des milliers de soldats et de policiers ont tenté de reprendre le bâtiment, mais les guerrilleros, bien armés et bien retranchés, ont repoussé leurs assauts. Lorsque le gouvernement a finalement remporté la victoire, 25 otages gisaient morts, dont le président Reyes et, apparemment, tous les guerrilleros. Il est largement admis que le cartel de Medellín a payé les partisans pour qu'ils s'emparent du palais et brûlent les dossiers d'extradition contenus dans les archives judiciaires, qui contenaient des preuves compromettantes à leur encontre. Les juges, dont beaucoup étaient favorables au maintien du traité d'extradition avec les États-Unis, devaient se prononcer sur cette question dans un avenir proche. Cette attaque choquante contre le cœur du système judiciaire colombien a donné le ton pour le reste de la décennie. En 1990, plus de 200 fonctionnaires judiciaires et au moins 40 juges colombiens ont été assassinés. Le président colombien Virgilio Barcas Vargas, qui avait pris ses fonctions en 1986, a mis en œuvre le traité d'extradition entre la Colombie et les États-Unis. En réponse, le cartel de Medellín a lancé un programme terroriste impitoyable contre l'État. Le cartel a juré qu'il valait mieux mourir en Colombie que d'être emprisonné aux États-Unis et a commencé à persécuter les partisans éminents de l'extradition ainsi que les fonctionnaires qui luttaient avec acharnement contre le trafic de drogue. Une série de meurtres sanglants a alors commencé. Lorsque Gilberto Rodriguez et Jorge Ochoa sont partis ensemble en Espagne, ils se faisaient confiance et travaillaient ensemble à l'exploration de nouveaux marchés. Mais leurs relations se détériorèrent progressivement à mesure que les deux puissantes organisations étendaient leurs activités. Et des tensions s'accumulèrent entre elles en raison des différences dans les voies choisies pour cette expansion. Le point culminant fut l'extradition d'Ochoa et de Rodriguez depuis l'Espagne en 1986. Rodriguez a été jugé en Colombie en mars 1987 pour trafic de cocaïne, ce qui aurait pu entraîner son extradition vers les États-Unis, mais le procès s'est déroulé dans une ville où le cartel de Cali contrôlait tout, y compris le système judiciaire, et Rodriguez a donc été acquitté, comme on pouvait s'y attendre. Jorge Ochoa est retourné en Colombie en juillet 1986 et s'est retrouvé dans une situation juridique plus compliquée que son ami d'enfance, ce qui l'a contraint à prendre la fuite. Nous en avons parlé plus en détail dans la vidéo sur le cartel de Medellín. Ochoa a échappé à la justice jusqu'en novembre 1986, lorsque la police l'a arrêté à un poste de contrôle près de Palmira, dans la région de Cali. Il se rendait à une réunion de haut niveau convoquée par Escobar afin de régler les détails de la création d'un super cartel unique qui serait dirigé par Escobar. Selon un informateur, Ochoa est arrivé à Cali dans une Porsche blanche. Lorsque le policier a arrêté la voiture d'Ochoa, le baron de la drogue a négligemment proposé un pot de vin de $10 à l'officier qui a refusé. L'offre de pot de vin est passée à $400 000, mais sans succès. Ochoa a été arrêté et placé dans une prison de haute sécurité à Bogota. Entre-temps, les États-Unis ont demandé son extradition. Ochoa a bien sûr été libéré le 30 décembre, mais le doute s'était installé. Les parrains de Medellín se demandaient si leurs amis de Cali avaient fourni les informations qui avaient conduit à l'arrestation d'Ochoa. Et pourquoi n'avaient-ils pas essayé de le faire sortir de prison le plus rapidement possible? Pourquoi avaient-ils laissé une telle chose se produire sur leur territoire? Pendant ce temps, lors de la réunion de son super cartel, à laquelle Jorge Ochoa n'avait pas assisté, Escobar avait présenté sa proposition. Sous sa direction, le cartel unifié devait coordonner la stratégie politique et économique de tous les trafiquants de drogue en Colombie. De plus, non seulement ils approuvaient chaque livraison, mais ils recevraient également 30% du prix de gros de chacune d'entre elles. 2 ou 3 ans plus tôt, une telle proposition, faite par le puissant et impitoyable Pablo, aurait pu intimider les parrains de Cali et les contraindre à accepter un accord aussi extravagant, mais c'était avant. Ils étaient désormais suffisamment forts pour rejeter catégoriquement les exigences d'Escobar et dire au patron de Medellín qu'il ne lui paierait rien. Selon le journaliste Simon Strong, presque incapable de parler tant il était furieux, Escobar marmonna simplement « Mais alors, c'est la guerre » et il quitta immédiatement le ranch. En outre, plusieurs autres scénarios ont été proposés pour expliquer pourquoi la détérioration des relations a dégénéré en guerre ouverte. L'une des théories
populaire dans de nombreuses sources, est que les deux organisations se disputaient le pouvoir sur le marché new-yorkais. Ils affirment que Cali dominait le marché de la cocaïne depuis le milieu des années 70, mais que lorsque le marché a été saturé et que les prix ont commencé à baisser au milieu des années 1980, le groupe plus agressif de Medellín, dirigé par José Rodríguez Gacha, a commencé à s'imposer sur le marché lucratif de New York. Une autre version suggère que le gouvernement colombien aurait tenté de semer la discorde. Dans un rapport adressé par l'ambassade américaine à Bogota au département d'État américain, il était indiqué que le général Jaime Ruiz Barrera, commandant de la brigade de l'armée de Medellín, et le maire de Medellín soutenaient activement cette stratégie, peut-être dans le but de monter les cartels les uns contre les autres. La haine réciproque entre Pablo Escobar et Pacho Herrera, née d'un conflit autour d'un employé d'un distributeur new-yorkais d'Escobar, est une autre explication crédible à la guerre ouverte entre les deux cartels. Alors qu'il était en prison au début des années 1980, Herrera s'est lié d'amitié avec un Colombien nommé Piña, un employé de Jaime Pabón qui était un important distributeur de cocaïne pour Escobar. Mais Piña a mis Pabón en colère en ayant une liaison avec un membre de sa famille et a dû s'enfuir et chercher le soutien de l'organisation d'Herrera. Au début, Pacho Herrera a refusé d'embaucher Piña, car il savait que Pabón était un proche collaborateur du puissant et cruel Escobar. Il ne voulait pas rentrer en conflit avec El Patrón. Cependant, Pabón n'a pas lâché prise et a personnellement demandé l'aide d'Escobar. Pablo pensait qu'un simple appel à Chepe Santa Cruz suffirait pour forcer Herrera à livrer Piña. Les frères Rodriguez, Pacho Herrera et Santa Cruz se sont réunis. Ils connaissaient les conséquences d'une désobéissance à Pablo, mais ont décidé que le meilleur moyen de répondre à ces menaces était de rester unis. Nous n'avons aucun problème avec Piña, ont-ils répondu à Escobar. Furieux, Escobar a appelé Pacho et lui a demandé de livrer Piña dans les 24 heures, sinon il tuerait toute la famille Herrera. Au lieu d'avoir peur, Herrera a pris la demande d'Escobar comme une insulte à son honneur. Dans le monde impitoyable du trafic de drogue, il arrive que l'honneur l'emporte sur les affaires. Pacho a appelé son frère Ramon, qui dirigeait sa cellule à New York, et lui a ordonné d'engager Piña immédiatement. Peu avant l'aube, le 13 janvier 1988, une énorme bombe a explosé près de Monaco, un luxueux immeuble résidentiel de 8 étages appartenant à Escobar dans le quartier prestigieux d'El Poblado à Medellín. Le baron de la drogue n'était pas chez lui, mais sa femme Victoria, leur fils Juan Pablo et leur fille Manuela dormaient dans l'appartement terrasse. L'explosion a tué 2 gardiens de nuit, creusé un cratère de 4 mètres de profondeur dans la rue et brisé les fenêtres des bâtiments voisins. Il est à noter que la famille Escobar n'a pas été blessée, bien que l'explosion ait partiellement assourdi leur fille Manuela. Cette tentative d'assassinat a choqué Escobar. Personne n'avait jamais contesté son autorité auparavant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de menacer et d'intimider, et cela avait toujours fonctionné. Au début, il a pensé que la DEA était responsable, mais il a ensuite conclu que c'était ses rivaux de Cali qui tentaient de prendre le contrôle de ses réseaux de distribution. Escobar envoyait des sicarios à Cali pour trouver ses ennemis et les tuer. Estimant que la meilleure défense était une bonne attaque, les parrains de Cali envoyèrent leurs propres troupes de combat à Medellín, et c'est ainsi que la guerre commença. À la mi-août, les services de renseignement militaires colombiens ont annoncé que 60 membres du cartel de Cali et 18 membres du cartel de Medellín avaient été tués dans l'explosion à Monaco. Les deux parties ont pris conscience que la guerre nuisait au trafic de drogue et ont tenté de négocier un cessez-le-feu, mais la haine était trop forte. Au lieu de rechercher la paix, les deux organisations sont devenues de plus en plus violentes. Une bombe de 200 livres, placée dans une Renault, a explosé près de la pharmacie La Rebaja à Cali, tuant 7 personnes, en blessant 24 autres et détruisant un supermarché et endommageant 20 autres commerces et 7 maisons. La guerre s'est étendue aux États-Unis et, au cours de la dernière semaine d'août, les médias ont fait état de plusieurs dizaines d'explosions à New York et à Miami. Selon le New York Times, les forces de l'ordre ont déclaré qu'il existait des preuves que les deux cartels avaient commencé à informer la police des livraisons de l'autre et que, grâce à des informations anonymes, la police avait procédé à plusieurs saisies importantes au cours de l'année. Selon certaines informations, le cartel de Cali aurait également envoyé plus d'une dizaine de tueurs professionnels des États-Unis depuis la Colombie. Les deux cartels sont allés encore plus loin en engageant des mercenaires étrangers. Yair Klein, colonel à la retraite des années de défense d'Israël et ami de Carlos Leder, a aidé à organiser la livraison de 100 mitraillettes Uzi, 460 fusils automatiques Khalil et 200 000 cartouches à Rodríguez Gacha, et il a aussi formé certains de ses hommes. Pendant ce temps, en août 1988, le cartel de Cali a recruté une équipe de 11 mercenaires britanniques pour planifier l'assassinat d'Escobar.
Les mercenaires se sont entraînés pendant 3 mois en vue de l'assaut du ranch d'Escobar, Hacienda Nápoles, mais l'opération s'est terminée par un fiasco lorsque l'hélicoptère transportant le groupe d'assaut s'est écrasé contre une montagne, interrompant la mission. Alors que la guerre s'éternisait, la position des forces de sécurité colombiennes énervait Escobar de plus en plus. Escobar pensait que Gilberto Rodriguez avait conclu un accord avec la DEA. Du point de vue d'Escobar, le gouvernement colombien semblait uniquement intéressé par la destruction de son cartel, et non de celui de Cali, et il soupçonnait que les forces de sécurité de l'État collaboraient avec ses ennemis jurés. Et comme on l'a découvert plus tard, il avait raison. Nous considérions Escobar et le cartel de Medellín comme le pire des deux maux, expliquait César Gaviria Trujillo, président de la Colombie de 1990 à 1994. C'est pourquoi le gouvernement colombien a concentré toute son attention et toutes ses ressources contre le cartel de Medellín. Lorsqu'Escobar s'est mis en colère après avoir obtenu des preuves irréfutables de la collaboration des autorités avec Cali, la Colombie a tremblé. Une série d'explosions, l'assassinat du candidat à la présidence Luis Carlos Galán, l'explosion d'un avion au-dessus de Bogota, l'État a lancé une guerre totale contre le cartel de Medellín, dans laquelle tous les moyens étaient bons, y compris une étroite collaboration avec les concurrents d'Escobar, le cartel de Cali, qu'il détestait. Entre la mi-août et la mi-décembre 1989, le gouvernement a arrêté 497 personnes, confisqué pour 250 millions de dollars de drogue et de biens, et extradé 9 suspects vers les États-Unis. Au cours de la même période, Escobar a riposté en tuant 187 fonctionnaires et civils, en commettant 205 attentats à la bombe et en causant des dommages d'une valeur de 501 millions de dollars. Le cartel de Cali ne s'est pas contenté de participer activement à la guerre, il en a en fait dirigé le cours. Leurs informations d'espionnage et de renseignement, recherchées sans relâche jour et nuit, se sont avérées plus efficaces que les massacres et les attentats terroristes. Au début de l'année 1989, la direction du cartel a engagé Jorge Enrique Velázquez, surnommé Navegante, pour infiltrer José Gonzalo Rodríguez Gacha dans l'organisation. Velázquez a si bien travaillé que Rodríguez Gacha lui a entièrement confié sa sécurité. Le cartel de Cali a payé 1 million de dollars à Velázquez pour obtenir le Mexicain, a déclaré Peña. Velázquez a conduit la police directement à Rodríguez Gacha. Le 15 décembre 1989, les forces de sécurité ont tué Gacha, son fils Freddy et plusieurs gardes du corps lors d'une fusillade, ce qui a sans doute gravement perturbé l'intégrité organisationnelle du cartel de Medellín et porté un coup dur à Pablo Escobar. En mars 1990, des bombes ont explosé simultanément à Cali, Bogota et Medellín, tuant 26 personnes et en blessant 200 autres. Escobar a augmenté la récompense qu'il versait auparavant pour le meurtre d'un policier à 4 000 $, plus une prime de 8 000 $ pour le meurtre de tout membre des forces de sécurité. En 3 mois, 108 policiers ont été tués. En 1990, le président Barco avait passé 4 ans à tenter de renverser Escobar, mais le baron de la drogue était toujours en liberté et le narcoterrorisme restait le mode de vie dans tout le pays. En mai de la même année, César Gaviria Trujillo remporta les élections présidentielles. Sa campagne électorale avait mis l'accent sur une ligne ferme, sans aucune concession envers les narcotrafiquants. Cependant, une fois au pouvoir, Gaviria changea radicalement de stratégie et adopta une politique de compromis plutôt que de confrontation. Le 7 août, Gaviria a fait une offre généreuse au baron de la drogue, se rendre et bénéficier de peines légères et d'une immunité d'extradition. Escobar a senti cette faiblesse et a intensifié la pression sur le gouvernement afin d'obtenir de nouvelles concessions de la part de Gaviria. En septembre, il a kidnappé le journaliste Francisco Santos, membre de la famille propriétaire du plus grand journal du pays, El Tiempo, et Marina Montoya, sœur de Germán Montoya, ancien secrétaire du président. Escobar en est arrivé à la conclusion perspicace que le meilleur moyen de changer la politique du gouvernement était de faire de l'élite du pays la cible principale de sa campagne terroriste. Le 25 septembre, Escobar a repris sa guerre sur 2 fronts, sans oublier ses principaux ennemis. Ces hommes ont attaqué un domaine près de Cali qui, selon l'opinion générale, appartenait aux frères Rodriguez. 18 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. La vague d'enlèvements et d'assassinats s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois d'octobre. À cette époque, le cartel de Cali envoyait régulièrement des tueurs à Medellín avec plus ou moins de succès. Un jour, 12 hommes ont été enlevés dans leur chambre d'hôtel à Medellín. 4 d'entre eux ont été retrouvés abattus et les 8 autres ont disparu sans laisser de traces. Sur les corps de 2 des victimes, des pancartes avaient été épinglées avec l'inscription « Parce qu'ils appartiennent au cartel de Cali, la guerre, c'est la guerre ». Les autorités prédisaient que la guerre des cartels allait devenir encore plus terrible et ce genre d'épisodes se multipliait.
Quelques semaines après l'enlèvement de Francisco Santos et Marina Montoya, Gaviria a publié un décret accordant de nouvelles concessions aux trafiquants de drogue. Désormais, il suffisait aux trafiquants, lorsqu'ils se rendaient, de reconnaître un seul crime pour échapper à l'extradition si de nouvelles accusations étaient portées contre lui après sa reddition. En décembre, le président Gaviria a publié un autre décret offrant aux trafiquants une immunité judiciaire totale s'ils avouaient un seul crime. Les frères Ochoa, les chefs de Medellín, ont finalement accepté l'offre du gouvernement. L'accord était trop avantageux pour être refusé. Après avoir passé quelques années en prison sans risque d'être extradés vers les États-Unis, ils pourraient retrouver la liberté et dépenser leur fortune. Après la mort de Rodríguez Gacha et l'incarcération des Ochoa, Escobar se retrouva seul dans sa guerre sur deux fronts. Il craignait d'être extradé s'il se rendait. Rien ne garantissait qu'il bénéficierait des mêmes concessions qu'Ochoa. Après tout, il n'avait pas cessé de tuer et d'enlever des gens après que Gaviria eut publié ses décrets. Il a continué à lutter contre l'État de la seule manière qui lui était accessible, le narcoterrorisme. En janvier, le corps de Marina Montoya a été retrouvé à Bogota, avec 6 balles dans la tête. Lors d'un raid près de Medellín, la police a accidentellement tué une autre victime kidnappée par Escobar, Diana Turbay, descendante d'une autre famille colombienne bien connue et fille d'un ancien candidat à la présidence. Gaviria a senti que le Colombien était fatigué de vivre sous le joug du narcoterrorisme et il a continué à mener une politique de capitulation qu'il a adoucie et proposée aux trafiquants. Il a publié un nouveau décret leur garantissant l'immunité contre l'extradition pour tous les crimes et pas seulement ceux commis après le premier décret. Entre-temps, au début de l'année 1991, dans le cadre des efforts de réforme de la constitution du pays, l'Assemblée constitutionnelle a débattu de la politique d'extradition envisageant la possibilité de l'interdire complètement. Depuis 1984, le traité d'extradition faisait l'objet de vifs débats, et si les habitants de Medellín se contentaient souvent d'intimider, ceux de Cali agissaient toujours avec leur style gentleman. Le cartel de Cali payait de nombreux parlementaires et ses avocats étaient constamment présents lors des débats sur l'extradition, racontait l'un des députés. Fin mai, Escobar a montré qu'il se rendrait en échange de la promesse du président Gaviria de le traiter avec indulgence et de ne pas l'extrader vers les États-Unis où il ferait l'objet d'au moins 10 chefs d'accusation pour trafic de drogue et meurtre. Le baron de la drogue avait désormais tout ce qu'il voulait. Le moment était venu de se rendre et de rejoindre Ochoa en prison. Le 19 juin 1991, l'homme le plus recherché de Colombie et peut-être du monde entier a été emmené d'un lieu inconnu et transporté par avion vers sa ville natale d'Envigado où il a été incarcéré dans une prison luxueuse appelée La Catedral, spécialement construite pour lui. Pendant qu'Escobar faisait la guerre à l'État, le cartel de Cali continuait à accroître son pouvoir, sa richesse et son influence en renforçant sa base aux États-Unis et s'étendant en Europe et en Amérique latine. En 1990, les responsables américains, qui quelques mois plus tôt affirmaient que le cartel de Medellín était responsable de la majeure partie du trafic de cocaïne vers les États-Unis, ont découvert que le syndicat de Cali avait pris le contrôle de la plus grande partie du trafic. À la fin de 1990, la part de marché du Cali aux États-Unis avait bondi à environ 70%, sans compter 95% des ventes en Europe. Mais plus une organisation est grande, plus elle se fait remarquer. Le 1er juillet 1991, Gilberto Rodríguez a accordé une interview au magazine Time, dans laquelle il se présentait comme un homme d'affaires honnête et une cible innocente du psychopathe Escobar. Il a nié toute implication dans le trafic de drogue. Il a considéré le conflit comme une tendance d'Escobar à considérer comme un ennemi quiconque ne le soutenait pas. Tout a commencé lorsque M. Escobar m'a appelé et m'a demandé de l'aider à commettre des actes de violence afin d'obtenir du gouvernement colombien l'annulation du traité d'extradition de 1979. M. Escobar estime qu'il faut se faire justice soi-même, je ne suis pas d'accord. Il pense qu'un criminel peut gagner une guerre contre l'État, je pense que c'est absurde. Les crimes qu'il a commis en Colombie sous le prétexte du trafic de drogue ont été une très grave erreur, a déclaré Gilberto Rodríguez au magazine Time. Rodríguez a qualifié le cartel de Cali d'invention du général Jaime Ruiz, qui a poursuivi sans succès Escobar et ses partenaires. Selon Rodríguez, il n'a pas réussi à entrer dans l'histoire avec le cartel de Medellín, alors il a inventé une guerre pour les marchés de New York et m'y a associé. Moi, un homme d'affaires honnête. Il a également souligné qu'il s'inquiétait toujours pour sa sécurité, car, comme tous les Colombiens, il comprenait que Pablo ne resterait probablement pas en prison et ne paierait pas sa dette à la société. Et bien sûr, il n'a pas dit à Gilberto l'essentiel. Le cartel de Cali n'avait pas l'intention de s'arrêter non plus. À cette époque, beaucoup d'anciens acolytes de Pablo ont commencé à demander de l'aide à Cali, y compris les frères Castaño, ses hommes de main.
Cela était lié à la paranoïa croissante de Pablo qui a commencé à se venger de tous ceux qu'il considérait comme des traîtres. Au cours des mois suivants, des cadavres multiples ont commencé à apparaître dans les environs de la cathédrale, notamment ceux de certains des plus fidèles collaborateurs d'Escobar. Selon les rumeurs, les victimes auraient été enlevées et emmenées à la prison où elles auraient été torturées et tuées sous la surveillance d'Escobar. En juillet 1993, Escobar s'est échappé alors que la prison était encerclée par 500 soldats. Il s'est d'abord réfugié dans le ranch de la Romelia, où il est resté caché jusqu'au départ des premières patrouilles de recherche et jusqu'à ce que le tumulte provoqué par son évasion se calme. Escobar s'est ensuite installé à Llano Grande, près de Rio Negro, mettant à nouveau l'État dans une position délicate. Gaviria savait qu'il devait ramener le baron de la drogue ou renoncer à sa place d'honneur dans l'histoire de la Colombie. Cette fois-ci, la tâche était beaucoup plus difficile pour Escobar. Il ne menait pas seulement une guerre contre l'État. Tout le monde, y compris ses anciens alliés, s'était retourné contre lui. De plus, il devait se soucier des parrains à Cali, car il savait qu'ils ne pourraient pas dormir tranquilles tant qu'ils n'auraient pas éliminé leur ennemi juré. Le 30 janvier 1993, une bombe a explosé dans le centre de Bogota, tuant 20 personnes. L'ennemi public numéro 1 a laissé un message à la nation. Mais ensuite, il y a eu une surprise. Le lendemain, 2 bombes, l'une contenant environ 100 kg de dynamite et l'autre 80 kg, ont explosé à Medellín devant les immeubles où vivait la femme d'Escobar, ses 2 enfants, sa sœur et sa belle-mère. Au même moment, 5 hommes armés se sont présentés dans la maison de campagne vide de la mère d'Escobar, située à 45 km de Medellín, ont ordonné aux gardiens solitaires de partir et ont fait exploser le bâtiment. Dans un communiqué publié le 2 février, un nouveau groupe appelé Los Pepes a revendiqué de manière inattendue la responsabilité des attentats. Les Pepes aspiraient à la destruction totale de Pablo Escobar, de ses partisans, de ses actifs, afin de lui faire goûter le remède qu'il distribue injustement à tant de personnes. Los Pepes, également connus sous le nom de personnes victimes de Pablo Escobar, ont en fait déclaré la guerre à Escobar selon ses propres règles, et on peut dire que c'est Pablo lui-même qui les a créées. Lorsqu'il se retrouvait à la cathédrale, ses affaires étaient gérées par 2 de ses hommes de confiance, Fernando Galenao et Gerardo Kiko Moncada. 2 personnes totalement dévouées au cartel de Medellín et qui l'avaient prouvé à maintes reprises. Pris d'une crise de paranoïa, Pablo les fit venir dans sa chambre, les tortura longuement, puis les exécuta. La femme de Moncada, avide de vengeance, se mit à chercher des options, et la plus évidente était de s'allier avec leurs pires ennemis. Mais elle n'était pas la seule à être en colère des actes de l'ancien El Patron. Le meurtre de ses plus proches collaborateurs et des trafiquants de drogue loyaux a poussé les autres à s'inquiéter pour leur propre sécurité. Dès qu'Escobar a tué Galenao et Moncada, leurs hommes se sont sentis en danger, ont couru vers les cartels de Cali et ont dit « Nous voulons passer de l'autre côté », a expliqué Joe Toft, chef de la DEA à Bogota à l'époque. Les patrons de Cali ont répondu « D'accord, si vous voulez passer de l'autre côté, vous devrez nous payer ». Beaucoup d'argent a alors été transféré de Medellín à Cali. Cependant, les gentlemen de Cali ont d'abord refusé de participer à une entreprise aussi douteuse que la coopération avec Los Pepes, mais ils ont ensuite changé d'avis lorsqu'ils ont compris les avantages d'une telle démarche. De plus, Los Pepes comptait parmi ses membres d'anciens membres des forces de l'ordre d'Escobar et les agents de la DEA collaboraient secrètement avec eux. On parlait également de la participation de la CIA. En fait, Los Pepes était un groupe d'anciens partisans d'Escobar qui s'étaient mis à le combattre sous l'égide du cartel de Cali. Au centre de Los Pepes se trouvaient les chefs de Cali qui assuraient le financement, ainsi que les anciens acolytes d'Escobar, les frères Castaño, Carlos et Fidel et Don Bern. Dans la série Narcos, les Castañeda sont présentés comme 2 tueurs psychopathes sanguinaires, mais on omet le fait que ces 2 hommes étaient depuis longtemps membres du cartel de Medellín et dirigeaient l'escadron de la mort Los Tangueros. Don Berna est le personnage le plus important de l'histoire de Los Pepes, et ça vaut le coup d'en parler un petit peu davantage. Il a commencé sa carrière au sein du cartel de Medellín comme simple homme de main, et, grâce à son travail acharné, il a gravi les échelons pour devenir le chef de la sécurité de Fernando Galenao, assassiné par Escobar. Après sa mort, Berna a vu là une occasion non seulement de venger son patron, mais aussi de gravir les échelons. C'est lui qui a négocié le financement avec le cartel de Cali, et c'est lui qui a servi de lien entre les politiciens et Los Pepes, représentés par Castaños et les patrons de Cali. Les relations de Don Berna dans la bureaucratie colombienne étaient tout simplement impressionnantes. Comme l'a déclaré des années plus tard l'agent Chris Fistel, Berna était l'un des principaux intermédiaires entre Los Pepes, la police et la direction de lutte contre les stupéfiants pour la transmission d'informations.
La police était représentée par le bloc de recherche formé en 1989, véritable élite des forces de l'ordre colombiennes qui avait par défaut un lien direct avec le président. L'unité était commandée par 25 officiers, dont l'officier de renseignement Danilo González. C'est lui qui a été chargé de coopérer avec Don Berna et ils ont fini par devenir amis. González avait déjà été vu en compagnie d'éléments suspects. Parmi ses amis figuraient 2 policiers corrompus de Cali qui, après la chute du cartel de Cali en 1995, rejoindront le cartel de la Vallée du Nord, la plus grande organisation des 10 années suivantes. Danilo González lui-même a formé un groupe appelé Cartel du Diable. Après la chute de Cali, Don Berna est devenu l'un des plus grands barons de la drogue en Colombie jusqu'en 2005, grâce aux relations qu'il s'était forgées pendant son travail chez Los Pepes. Los Pepes se sont avérés être une structure criminelle idéale sur le plan organisationnel, où se sont littéralement fusionnés les pouvoirs corrompus, les forces de l'ordre et le crime organisé. Ils ont agi de concert et prospéré jusqu'en 2005. Au fait, si vous voulez en savoir plus sur le cartel de la Vallée du Nord, Don Bern et l'Union des criminels colombiens après la chute de Medellín et Cali, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ainsi, il est peu probable que les représentants de l'élite politique se soient eux-mêmes rendus au cartel de Cali pour demander de l'aide, comme le montre la série Narco. Tous les intérêts convergeaient vers un seul point, Los Pepes, dirigé par Don Bern et les frères Castaño. Los Pepes réunissait étroitement l'UBN, la brigade de recherche de la police, la CIA, les élites politiques et le cartel de Cali, tous unis par un seul objectif, arrêter Escobar à tout prix. Escobar, furieux, riposta immédiatement. Le matin du 15 février, 2 puissantes bombes explosèrent à 5 minutes d'intervalle et à 12 pâtés de maison l'une de l'autre dans le centre de Bogota, tuant 4 personnes et en blessant plus d'une centaine. Il s'agissait des 5e et 6e voitures piégées depuis qu'Escobar avait déclaré la guerre à l'État à la mi-janvier. Mais quelques heures plus tard, à Medellín, des inconnus à bord d'un camping-car Toyota bleu ont incendié une luxueuse maison appartenant à Escobar dans le quartier huppé d'El Poblado. Il s'agissait à nouveau des Pepes qui montraient ainsi qu'ils pensaient vraiment ce qu'ils disaient, œil pour œil, dent pour dent, à chaque fois qu'Escobar commettait un acte terroriste. 2 jours plus tard, les militants ont tué Carlos Mario Ossa, un financier haut placé d'Escobar qui aidait à financer la campagne terroriste de Pablo. Le même jour, Carlos Alzate, un homme de main d'Escobar, s'est rendu car il ne pouvait pas attendre Pablo sans Ossa. Los Pepes ont commencé à sérieusement ébranler l'organisation d'Escobar. Le cartel de Cali disposait de systèmes informatiques les plus modernes et des meilleurs spécialistes, qui agissaient de manière proactive en calculant l'infrastructure d'Escobar. De plus, il n'était pas lié par le cadre légal, mais bénéficiait d'un blanc-seing tacite de la part de l'État et de l'UBN, ce qui accélérait considérablement le processus. Cependant, le 5 mars, Los Pepes ont annoncé un cessez-le-feu sans expliquer les raisons de leur décision, bien que la presse ait supposé que cela a été fait pour donner à Escobar le temps de se rendre. Cela ne s'est pas produit, et exactement 1 mois plus tard, ils ont publié un autre communiqué déclarant leur engagement à détruire complètement Escobar. En d'autres termes, Los Pepes ont déclaré « Nous t'aurons, Pablo, quoi que tu fasses ». À la mi-novembre, ils avaient tué 50 personnes appartenant à l'organisation d'Escobar, dont son gendre, et détruit une vingtaine de propriétés appartenant à ses proches et à ses associés. Les justiciers n'ont pas réussi à attraper le gros poisson, mais ils ont lentement empoisonné la mer dans laquelle il nageait. Ils ont également mis le gouvernement colombien dans une position délicate. Pourquoi l'administration Gaviria n'a-t-elle pas pris le contrôle de la situation, se demandaient les Colombiens. Ou bien, Los Pepes et le gouvernement travaillaient-ils ensemble? À l'époque où Los Pepes ont lancé leur campagne contre Escobar, les responsables américains et colombiens ont bien sûr nié publiquement que le cartel de Cali leur avait fourni des informations qui les avaient aidés à traquer Escobar. Aujourd'hui, ces mêmes responsables reconnaissent volontiers que les membres du cartel de Cali ont joué un rôle clé dans la destruction d'Escobar. Le gouvernement colombien menait une lutte acharnée contre Pablo et se moquait bien de savoir d'où provenaient les informations tant qu'elles étaient fiables. Le cauchemar de la Colombie a pris fin le 2 décembre 1993 lorsqu'Escobar a été tué sur le toit d'une maison à Medellín. Lorsque les stations de radio de Cali ont annoncé la mort d'Escobar, les habitants ont célébré l'événement en formant des cortèges de voitures klaxonnant et en agitant des drapeaux blancs devant les pharmacies appartenant à Rodriguez. Miguel, ayant appris la mort d'Escobar par un espion haut placé, a immédiatement appelé Gilberto, qui s'est mis à pleurer pendant la conversation. Plus tard, il a pris dans ses bras son comptable effrayé, Guillermo Payomari. Ce geste inhabituel de la part du parrain, d'ordinaire déterminé et pragmatique, a effrayé le comptable et montré à quel point les gentlemen de Cali étaient tendus dans leur guerre contre Escobar.
Les parrains de Cali ont été soulagés de voir leur ennemi juré enfin enterré, mais ils sont désormais devenus les nouveaux rois de la cocaïne. Et le gouvernement a immédiatement annoncé qu'ils allaient désormais poursuivre Cali. Il convient de noter que, malgré la traque d'Escobar, les autorités ont tenté pendant toutes ces années de s'infiltrer dans l'infrastructure de Cali. Elles ont mené une série de raids contre les laboratoires de fabrication de drogue, des résidences officielles et des immeubles de bureaux appartenant aux parrains, détruisant près de 20 tonnes de cocaïne transformée et sans laboratoire. En janvier 1992, les forces de sécurité colombiennes ont mené une opération contre les réseaux de blanchiment d'argent du cartel, en effectuant simultanément 32 raids, non seulement à Cali, mais aussi à Bogota et à Barranquilla. Ils ont saisi de nombreux ordinateurs, disquettes et 20 000 autres documents financiers. Ils ont aussi découvert des informations qui ont conduit à 3 arrestations et au gel de 15 millions de dollars sur des comptes bancaires en Colombie, au Royaume-Uni, en Allemagne, à Hong Kong et aux États-Unis. À la fin du mois de décembre 1993, 120 ingénieurs de l'armée américaine sont arrivés en Colombie pour mener à bien un projet de construction de 10 semaines dans le village de Huanchaco, situé dans la jungle à environ 120 km de Cali. Les responsables des deux pays ont insisté sur le fait que les troupes étaient là uniquement pour construire des écoles et des routes. Mais de nombreux habitants de Cali pensaient que le véritable objectif du projet était de construire une grande base pour collecter des renseignements et organiser des raids contre l'infrastructure du cartel. Pendant ce temps, le cartel envisageait l'ère après Escobar. Ses dirigeants ont tenu une réunion importante pour discuter de leur avenir et de la manière dont ils pourraient augmenter leur trafic de drogue vers les États-Unis et ainsi se développer à l'international. Le cartel avait de grands rêves et de grands projets, mais son propre cauchemar commençait déjà à se concrétiser. Une fois Escobar enfin hors jeu, la destruction de Cali est devenue l'objectif principal des forces de l'ordre américaines. Une avancée majeure a eu lieu le 18 mai 1994 lorsque les autorités colombiennes ont saisi un ordinateur IBM AS400 d'une valeur d'1 million de dollars appartenant à un proche collaborateur des frères Rodriguez. À ce jour, ce superordinateur est la technologie la plus sophistiquée jamais saisie chez des trafiquants de drogue. Il a fallu plusieurs mois aux experts informatiques de la Drug Enforcement Administration pour le pirater. Ce que la DEA a découvert était stupéfiant, des fichiers informatiques contenant des informations sur les milliers de pots de vin versés par le cartel à des Colombiens de tout horizon. En 1995, le gouvernement colombien a envoyé 500 soldats et policiers dans une unité connue sous le nom de Groupe de recherche, afin de traquer et d'éliminer les frères Rodriguez et leurs principaux alliés. Les autorités ont mené une série de raids et distribué des centaines de tracts à Cali, offrant une récompense de 1,6 million de dollars pour toute information permettant d'arrêter Gilberto et Miguel. Mais rien ne s'est passé. La cellule de recherche se rendait dans une maison, un appartement ou une entreprise pour découvrir que l'un des frères venait de s'enfuir. La corruption restait omniprésente et le gouvernement a dû licencier 174 policiers, dont 48 capitaines et autres officiers supérieurs liés au cartel de Cali. Les autorités colombiennes, avec le soutien des autorités américaines, ont poursuivi leur enquête avec acharnement. La plupart des agents du cartel avaient une peur mortelle de dénoncer leur puissant patron, mais finalement, 2 de leurs complices l'ont fait, ce qui a constitué une autre avancée majeure pour les autorités. Le premier à se manifester fut Harold Ackerman, qui était le chef de cellule si important qu'on le surnommait l'ambassadeur du cartel de Cali aux États-Unis. C'était un gestionnaire et un employé modèle de Cali qui avait contribué à faire du cartel la société criminelle la plus puissante et la plus prospère au monde. Ackerman possédait un magasin de vêtements à Miami. Je vivais bien, mais un jour, des Colombiens ont commencé à venir dans mon magasin, se souvient Ackerman. Ils m'ont dit que je pouvais gagner beaucoup plus d'argent avec le cartel de Cali. Selon les estimations d'Ackerman, il a gagné 3 millions de dollars en 2 ans à partir de 1991. En avril 1993, il a été arrêté et Miguel Rodriguez lui a fait passer un message par l'intermédiaire d'un de ses avocats. « Ne t'inquiète pas Harold, ne le prends pas trop à cœur, ta famille recevra une pension mensuelle. » La deuxième partie du message disait « Monsieur Rodriguez vous rappelle qu'en tant qu'ami, il est quelqu'un de très bien, mais qu'en tant qu'ennemi, il sera quelqu'un de très mauvais. Si vous acceptez le marché, il ne restera même plus votre chien. N'oubliez pas que vous avez encore de la famille en Colombie. » Malgré cela, Ackerman a accepté le marché. Il est devenu l'un des témoins les plus importants à avoir jamais témoigné contre le cartel de Cali. Et son témoignage a contribué à faire de l'opération Cornerstone l'une des enquêtes criminelles les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Ackerman a expliqué en détail la hiérarchie de l'organisation, sa structure, ses méthodes de travail, ses itinéraires d'importation et de distribution de cocaïne aux États-Unis.
Grâce à ces informations, une série d'enquêtes et d'opérations ont été lancées contre le cartel de Cali. Miguel Rodriguez a eu du mal à accepter la nouvelle de la trahison d'Ackerman. Tout leur plan pour conquérir le marché mondial s'était effondré. Ils avaient désormais besoin de beaucoup d'argent pour maintenir à flot leur gigantesque organisation criminelle transnationale. Mais l'arrestation d'Ackerman et d'autres complices épuisait les flux financiers et perturbait la distribution. Le deuxième partenaire important du cartel de Cali à avoir demandé de l'aide des États-Unis était Guillermo Payomari, le chef comptable du cartel. À l'été 1995, Payomari était devenu un homme qui en savait trop, car il avait assisté à la plupart des réunions importantes du cartel et avait suivi des centaines de documents. En avril 1995, le gouvernement colombien l'a accusé d'être le prête-nom d'une entreprise criminelle et l'a convoqué pour l'interroger. Miguel Rodriguez pensait que Payomari allait craquer et savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Si la police avait arrêté Payomari, celui-ci serait devenu un témoin redoutable contre lui. Miguel a conclu un accord pour faire assassiner son ancien comptable, mais Payomari a réussi à se cacher de Cali. Payomari comprit que sa seule chance de rester en vie était de se rendre. Il appela donc l'ambassade américaine à Bogota pour négocier. En août, Payomari se rendit à l'ambassade américaine à Bogota et rencontra la DEA pour convenir des détails de sa reddition et de sa coopération. En échange de son témoignage, Payomari a rejoint le programme de protection des témoins. La femme de Payomari devait le retrouver le jour où il est parti pour Bogota, mais elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Elle a disparu sans laisser de traces. Au même moment, la politique colombienne était en pleine effervescence. Le procureur général Gustavo de Griff promouvait une politique de légalisation et l'idée d'intégrer le trafic de drogue du cartel de Cali dans un cadre pacifique. En Colombie, le bureau du procureur général est une branche du pouvoir judiciaire et est totalement indépendante du président. En bref, le président colombien ne contrôle pas le procureur général du pays et le président en exercice, Gaviria, était très mécontent des actions du procureur, mais il ne pouvait absolument rien faire. Mais les autorités américaines étaient encore plus mécontentes que Gaviria, car leur politique conciliante à l'égard de Cali ne leur convenait pas du tout. De Griff a continué à suivre sa propre voie pour résoudre le problème. Il voulait convaincre les chefs de se rendre, estimant que ce serait le meilleur moyen de réduire ou d'éliminer la corruption massive et la violence généralisée liée au cartel. Il a donc élaboré un plan de soumission à la justice qui, espérait-il, inciterait les parrains à renoncer à la voie du crime. Le plan comprenait les conditions suivantes. Lorsque le ministère public recevait des preuves, le trafiquant de drogue se verrait proposer une réduction de peine. Un trafiquant de drogue contre lequel le ministère public avait des preuves, mais pas suffisamment d'éléments à charge, recevrait la moitié de la peine maximale. Et bien sûr, aucune extradition. Les responsables gouvernementaux américains avaient des raisons de soupçonner que les relations entre De Griff et le cartel de Cali étaient plus étroites qu'il n'y paraissait à première vue. Le nom de Griff figurait aux côtés de celui de Gilberto Rodríguez Orejuela dans les documents de la compagnie aérienne, ce qui indique qu'ils en étaient tous deux copropriétaires. Le procureur général a nié avoir jamais rencontré Gilberto ou Miguel Rodriguez, mais au cours de l'enquête, le comptable du cartel, Payomari, a témoigné que De Griff avait rencontré les frères à 2 reprises en 1993 pour discuter d'un accord de capitulation et, peut-être, des affaires de Los Pepes. La situation s'éternisait, les chefs restaient intouchables pour les États-Unis et, de plus, la possibilité de se légaliser se profilait à l'horizon. À l'approche des élections, Cali a parrainé un candidat, Ernesto Samper, qui entretenait des relations de longue date avec les trafiquants. Au moins en 1981, il avait rencontré tous les Medelinos à l'hôtel Intercontinental et le carnet de notes de Gilberto Rodriguez saisi en Espagne contenait le numéro personnel de Samper. Tout aurait dû se résoudre de la meilleure façon possible s'il n'y avait pas eu le scandale des cassettes sur le trafic de drogue. En juin 1944, pendant les élections présidentielles en Colombie, le candidat à la présidence, Andrés Pastrana, menait campagne à Cali. Un inconnu lui a remis plusieurs cassettes contenant des conversations inhabituelles obtenues grâce à des écoutes téléphoniques. Ces enregistrements fournissaient à Pastrana des preuves irréfutables que le cartel de Cali avait financé la campagne de son adversaire, Ernesto Samper, à hauteur de plus de 6 millions de dollars. Les cassettes n'ont toutefois pas influencé le résultat des élections, et Ernesto Samper a tout de même remporté la victoire. Il a toutefois dû prouver que sa victoire n'était pas due aux injections financières du cartel de Cali, et une situation paradoxale s'est alors présentée. Le président, prétendument compromis par le trafic de drogue, est devenu un allié fiable et prévisible de Washington dans la guerre contre la drogue. Celui sur lequel les patrons de Cali avaient misé est devenu leur pire ennemi. Principal suspect dans les transactions occultes avec les barons de la drogue, Samper ne pouvait pas défier l'administration Clinton lorsque les Américains ont commencé à faire pression sur lui pour qu'il poursuive les barons de la drogue.
La pression constante et les raids ont commencé à avoir un certain impact sur le réseau de communication du cartel et ses flux financiers. Compte tenu de la récompense de 1,9 million de dollars pour Miguel et Gilberto Rodriguez et de 625 000 dollars pour Santa Cruz et Herrera, les patrons devaient constamment se méfier des informateurs et des trahisons. Le cartel, prétendument plus bienveillant et plus modéré, n'avait pas l'intention de prendre de risques. En 6 semaines, environ 75 cadavres ont été découverts dans la ville, certains portant des traces de torture. Gilberto a été le premier à être retrouvé grâce à son assistant surnommé Flaco. Les informateurs ont décidé que si l'on trouvait Flaco, tôt ou tard, le patron se manifesterait. Le 9 juin 1995, Gilberto Rodriguez Orejuela a été retrouvé dans un appartement prestigieux à Cali. Lorsque les autorités l'ont arrêté, le joueur d'échecs, terrifié, s'est écrié « Ne tirez pas, je suis un homme pacifique ». En arrêtant Gilberto Rodriguez, la Colombie et les États-Unis remportèrent leur première grande victoire contre le cartel de Cali. Rodriguez risquait jusqu'à 24 ans de prison pour trafic de drogue et enrichissement illicite, et plusieurs accusations avaient été portées contre lui dans différentes villes des États-Unis. Cependant, si ses avocats parvenaient à obtenir pour lui toutes les réductions de peine prévues par le code pénal colombien, il ne risquait pas plus de 5 ans. Le lendemain de son arrestation, lors d'un festival de rue dans le parc San Antonio au centre de Medellín, une bombe a explosé, tuant 21 personnes et en blessant plus de 200. Un appel anonyme a indiqué que l'explosion était une vengeance pour l'arrestation de Rodriguez. Cependant, aucun attentat terroriste n'a pu détourner l'attention des autorités colombiennes qui se concentraient sur Miguel Rodriguez. C'est Jorge Salcedo, chef de la sécurité, qui a aidé à capturer Miguel, un homme rusé et prêt à tout. Ironiquement, quelques années auparavant, Rodriguez lui-même avait réussi à aider à traquer Gacha. Au prix d'efforts incroyables et d'un risque mortel, Salcedo a fourni à la DEA des informations précises sur la cachette de Miguel, qui avait déjà presque deviné qui était la taupe dans son organisation. Pendant 4 jours, les agents ont surveillé l'appartement situé dans un complexe résidentiel prestigieux indiqué par Salcedo. Une fois convaincus que Miguel s'y trouvait bien, ils ont programmé une descente pour le 6 août, soit le lendemain. Toutes les tentatives précédentes pour arrêter Rodriguez avaient échoué, celui-ci réussissant à chaque fois à devancer les agents d'un cheveu et le temps jouait contre eux. Le succès de l'opération dépendait de l'effet de surprise. Rodriguez avait toujours plusieurs voies de retraite, ce qui lui permettait souvent d'échapper à la capture. Cette fois-ci, les agents l'ont attrapé au moment où il tentait de se cacher dans une cachette derrière une armoire à 5 portes intégrée dans le mur. La cachette était équipée de tout le confort nécessaire, nourriture, bouteilles d'eau, bouteilles d'oxygène, tabourets et exemplaires du code pénal colombien. Lorsqu'il aperçut le gringo dans la foule après son arrestation, il a tout compris et semblait s'être résigné à son sort. Il s'est même laissé photographier tranquillement avec les agents de la DEA. Chepe Santa Cruz était déjà mort à ce moment-là. Il avait été arrêté peu avant Miguel et emprisonné à La Picota, d'où il s'était échappé avec succès grâce à une ruse. Une voiture avec de soi-disant enquêteurs était venue le chercher et ils ont été autorisés à entrer et ont emmené Chepe vers la liberté. Les militaires et les services de renseignement ont ratissé Cali et Bogota, mais n'ont trouvé aucune indication sur sa localisation. Le gouvernement colombien a offert une récompense de 2 millions de dollars pour le retour de Chepe. Ce qui s'est passé ensuite reste encore flou. Selon la version officielle, Santa Cruz a été tué lors d'une fusillade avec la police le 5 août 1996. Cela a été confirmé par des agents de la DEA. Cependant, les photos post-mortem montrent que le corps de Chepe portait des traces de torture. La famille de Santa Cruz a demandé une nouvelle autopsie, mais Chepe a été enterré au cimetière de Cali sans qu'une nouvelle autopsie ait été mise en œuvre. Aujourd'hui, de nombreuses sources restent sceptiques quant à la version officielle, et selon toute vraisemblance, Danilo González et Don Berna, qui, pressentant la chute imminente du chef, ont contribué à l'élimination de leurs concurrents, se sont impliqués dans la mort de Santa Cruz. Après sa mort, Pacho Herrera est devenu le seul parrain de Cali encore en liberté. Le 1er septembre 1996, après plusieurs mois de négociations, Pacho s'est rendu au quartier général de la police à Cali pour se livrer directement au général Serrano. Herrera est devenu informateur, accusant 35 personnes, dont certains membres de sa famille, d'appartenir au cartel. En échange, Herrera a été condamné à 6 ans et 8 mois de prison, ainsi qu'à une amende d'1 million de dollars pour un crime lié au trafic de drogue. Le 5 novembre 1998, Pacho jouait au football dans la zone de haute sécurité de la prison de Palmyra lorsqu'un homme bien habillé, se présentant comme un avocat, s'est approché de lui et l'a chaleureusement embrassé, puis il a sorti un pistolet et a tiré 6 balles dans sa tête.
Le cartel de Cali était décapité. Cependant, Miguel et Gilberto vivaient à la prison de la Picota davantage comme des invités que comme des criminels, notamment grâce au système pénitentiaire colombien irrémédiablement corrompu. Les frères utilisaient des téléphones portables et, semble-t-il, un réseau de communication passant par un téléphone public de la prison pour contrôler leurs intérêts commerciaux. Les familles et les avocats des frères allaient et venaient à leur guise, apportant leurs messages à la prison en les ramenant. En une semaine, Gilberto a reçu la visite de 123 avocats. Leurs cellules ressemblaient davantage à des appartements haut de gamme et étaient équipées de la télévision par câble, de chaînes stéréo coûteuses, de moquettes et de salles de bain privatives attenantes. Ils avaient leur propre cuisinier et leur bar privé. En prison, Miguel tenait un petit kiosque appelé la boutique du pauvre Miguel, où il vendait aux visiteurs des biscuits sablés, de l'aspirine, du chocolat Côte d'Or belge et des boissons non alcoolisées. Pour avoir exercé une activité entrepreneuriale entre les murs de la prison, Miguel pouvait bénéficier d'une réduction d'un tiers de sa peine en vertu de la législation colombienne. En janvier 1997, Gilberto et Miguel ont finalement été condamnés pour leurs crimes. À la suite d'un accord de plaidoyer conclu par leurs avocats, le frère aîné a été condamné à 10 ans et demi et le cadet à 9 ans. Ces peines étaient loin de la peine maximale de 24 ans que le tribunal aurait pu prononcer ou de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle qu'ils auraient certainement reçue s'ils avaient été extradés vers les États-Unis. Il ne s'agissait toutefois que de la première affaire pénale contre les frères, 4 autres étaient encore en cours. Le mois suivant, Miguel a été condamné à 23 ans de prison pour un trafic de 180 kg de cocaïne à Tampa en 1989, dont il a refusé d'assumer la responsabilité. En mai 1998, le juge de la cour d'appel a ajouté 5 ans de prison à la peine de Gilberto et Miguel. Le 7 novembre 2002, un tribunal colombien a choqué la nation en décidant de libérer Gilberto Rodriguez de prison avant terme, malgré la forte pression exercée par le président Álvaro Uribe. C'était incroyable, le joueur d'échecs a passé moins de 6 ans en prison pour ses crimes. Puis, 4 mois après la libération de Gilberto, le gouvernement colombien a porté de nouvelles accusations contre lui, l'accusant d'avoir participé à l'envoi de 150 kg de cocaïne de Colombie aux États-Unis en 1990. Gilberto Rodriguez s'est retrouvé à nouveau en prison et le gouvernement américain a poursuivi son enquête sur les frères Rodrigo Orejuela dans le but d'obtenir leur extradition vers les États-Unis. Il ne relâchera jamais ses efforts dans la traque acharnée de l'argent et des biens du cartel de Cali. L'application de sanctions économiques contre les actifs du cartel est devenue son instrument de punition. Le cartel de Cali a investi des milliards de dollars, gagnés grâce au trafic de drogue, dans des sociétés qui semblaient légales, en particulier dans le secteur pharmaceutique. La plus grande humiliation pour Gilberto et Miguel a été la confiscation de leur création, un réseau de 400 pharmacies de la Rebaja dans 26 villes du pays pour un montant total de 216 millions de dollars en 2004. C'est cette saisie qui a brisé l'épine dorsale de toute leur organisation financière. Le 3 décembre 2004, Gilberto Rodriguez Orejuela a été extradé vers les États-Unis. En mars 2005, le président Uribe a finalement ordonné l'extradition de Miguel et en janvier 2006, William Rodriguez Abadia, fils de Miguel et chef de facto du cartel de Cali, s'est rendu aux agents américains au Panama après plusieurs années de fuite. Puis, il y a eu un véritable coup de théâtre. Alors que son père et son oncle croupissaient au centre de détention fédéral de Miami en attendant leur procès en septembre, Abadia, âgé de 40 ans, a accepté de témoigner contre eux. Il a également plaidé coupable de ce que le ministère public a qualifié de participation à un vaste complot d'importation de cocaïne qui a existé de 1990 à juillet 2002 et a été condamné à près de 22 ans de prison fédérale. Il a avoué avoir aidé son père et son oncle à diriger leur empire criminel depuis leur cellule de prison après leur incarcération en 1995. Il a également accepté de renoncer à sa part dans cet empire commercial d'une valeur d'environ 300 millions de dollars. Le 26 septembre, Gilberto et Miguel, afin que les membres de leur famille figurant sur la liste Clinton dans les affaires du cartel de Cali puissent vivre en paix, ont plaidé coupables de complot en vue de faire passer en contrebande plus de 200 kg de cocaïne des États-Unis vers la Colombie via l'Amérique centrale. Ils ont également accepté de plaider coupables des accusations portées par le district sud de New York pour complot en vue de blanchir leur fortune illégale par le biais de leur empire pharmaceutique, qui comprenait plus de 400 pharmacies de détail dans toute la Colombie, ainsi que des sociétés pharmaceutiques produisant des médicaments. Les membres de la famille ont également accepté de renoncer à tout héritage provenant des entreprises des Rodriguez aux États-Unis et dans le monde entier, car l'enquête a établi qu'ils avaient utilisé des fonds provenant du trafic de drogue. En échange, les membres ont obtenu le droit d'être retirés de la liste noire pour les crimes commis avant le 16 décembre 1997.
Immédiatement après leur aveu de culpabilité, le juge a condamné Gilberto, 67 ans, et Miguel, 62 ans, à 30 ans de prison pour blanchiment d'argent. Cette peine s'ajoutera à la liste de 30 ans d'emprisonnement prononcée précédemment à la suite d'accusations de trafic de cocaïne dans le cadre d'un acte d'accusation du district sud de Floride. Gilberto est décédé en 2022 d'un cancer à l'âge de 83 ans. Miguel est toujours en vie, sa date de libération est fixée au 15 juillet 2028. Il est aujourd'hui âgé de 80 ans. William Rodriguez a purgé 5 ans de prison conformément à l'accord et a été libéré. En 2014, il a écrit le livre « Je suis le fils du cartel de Cali », dans lequel il raconte en détail sa vie et les raisons qui l'ont poussé à dénoncer son père et son oncle. La destruction de 2 grands cartels colombiens n'a pas changé grand-chose dans la guerre contre la drogue. Mais leur arrestation a servi de leçon aux autres trafiquants de drogue en Colombie. Si vous devenez une organisation trop grande et trop complexe, vous serez plus vulnérable. Aujourd'hui, nous observons un type d'organisation radicalement différente dans le domaine du trafic de drogue. Les grandes entreprises qui employaient des milliers de personnes et généraient un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards de dollars ont disparu. Elles ont été remplacées par des cartels qui opèrent de manière aussi discrète que le cartel de Cali, mais qui ne s'appuient plus sur une structure organisationnelle complexe et des systèmes de communication modernes. En effet, rien n'est plus sûr qu'une rencontre en face à face, sans témoins superflus. De plus, les cartels colombiens modernes ne vendent pas directement, ils vendent leurs marchandises aux Mexicains, de sorte que les États-Unis ne peuvent pas engager de procédure d'extradition à leur encontre, quel que soit le lieu où se trouve la cocaïne. L'extradition reste le mot le plus redouté par les narcotrafiquants. À une époque, les trafiquants colombiens étaient responsables de 80 à 90% de la cocaïne transportée aux États-Unis. Après la liquidation de Cali et Medellín, les cartels mexicains ont comblé le vide. Il est impossible d'arrêter chaque personne et chaque véhicule qui traverse la frontière, du moins pour les 48 millions de piétons, 90 millions de véhicules et 4,4 millions de camions qui, selon les estimations du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, la traversent chaque année. Dans cette guerre sans fin contre la drogue, rien n'a changé, si ce n'est les acteurs qui y participent.